Je crois qu'on aurait pu le faire depuis juin. Nous constatons que le code électoral n'est pas adopté. Il aurait dû l'être avant le référendum. Et nous parlons de ces questions et chaque fois j'insiste sur le fait que l'on devrait respecter le calendrier électoral et il n'est pas nécessaire de jouer les prolongations. Monsieur le Président, Michael Mbungu l'a dit tantôt, la conférence nationale a mis en place 3 institutions aux attributions qu'elle m'a définies. Mais monsieur, tout le monde s'interroge quand même. Est-ce que la cohabitation est facile? Oui, cohabitation c'est un peu impropre. En réalité, nous ne sommes pas encore arrivés à la situation où on peut parler de majorité et d'opposition. Nous sortons de la conférence, nous gérons somme toute une situation transitoire. Il y a 3 institutions qui sont chargées de gérer la transition, d'amener le peuple congolais aux élections pour que souverainement il se prononce et désigne ses dirigeants. Pendant cette période, on peut parler de collaboration, de concertation, mais cohabitation, je trouve pas cela. Est-ce que la concertation est bonne pour prendre vos termes? Est-ce que vous vous concertez et est-ce que cette collaboration est fluide entre les 3 institutions? Ce qui vous est fait, Monsieur le Président, on dit que vous ne vous investissez pas assez pour la réussite de la transition. Dans le cadre des responsabilités qui me sont reconnues par l'acte fondamental, je m'investis, oui, et je discute avec le Premier ministre, le président du Conseil supérieur de la République, comme vous le constatez. Je m'inquiète sur les problèmes du peuple aujourd'hui, je m'investis dans la limite de mes fonctions et de mes responsabilités. Oui, mais la conférence nationale vous a déchargé, Monsieur le Président, de vos fonctions classiques, de vos tâches classiques. Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso se dit président diminué? Est-ce que vous vous sentez diminué, Monsieur le Président? Oh, mais c'est pas 6 mois après que l'on va maintenant chercher à savoir si le président de la République est diminué. Ce n'est même plus le moment de s'émouvoir. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de gérer cette situation telle qu'elle a été voulue par la conférence. Tant mieux si le peuple y trouve son compte. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment gérer cette situation dans la paix, comment aller aux élections dans la paix, en respectant les calendriers et les décisions de la conférence. C'est la question qui se pose aujourd'hui. Monsieur le Président, nous allons parler des problèmes électoraux, mais j'aimerais d'abord symboliquement que vous nous disiez, est-ce que le choix de vous exprimer aujourd'hui exactement à la fin du premier semestre de la transition a été voulu? Oh, pas voulu systématiquement. Je constate que nous sommes à mi-parcours et je constate aussi que fin novembre, le référendum constitutionnel n'a pas eu lieu. Et donc, je sens comme un petit dérapage dans le respect du calendrier électoral tel que fixé par la conférence. J'ai pensé que c'était le moment, oui, d'attirer l'attention de l'ensemble du peuple et de m'exprimer aujourd'hui. Monsieur le Président, justement, le projet de code électoral concocté par le gouvernement de transition vous a classé hors jeu pour les prochaines échéances politiques. Auriez-vous l'intention, en effet, de briguer un autre mandat à la présidence de la République? Ne seriez-vous pas heurté ou blessé du fait de votre exclusion de la course aux élections présidentielles, nonobstant le calme apparent que vous affichez? Bon, je ne savais pas que les candidats
à l'élection présidentielle, c'était déjà déclaré. En ce qui me concerne, je me prononcerai le moment venu. Maintenant, quant à l'exclusion, je crois qu'il n'y a pas d'acte plus antidémocratique que cela. Je crois que le peuple congolais, les femmes, les hommes de ce pays seront suffisamment lucides à l'intérieur du Conseil supérieur de la République, en dehors, pour ne pas se laisser abuser par des escroqueries politiciennes. Je crois que c'est une difficulté que le peuple saura surmonter. Monsieur le Président, pardon, je voudrais qu'on soit un peu précis sur le problème du code électoral. J'ai ici un petit extrait du projet de loi portant code électoral, effectivement. Et là où ça pose problème, c'est à l'article 5. Et rapidement, je me permets un peu de vous le lire. Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale 1. Les individus condamnés pour crime. 2. Les condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 6 mois. Assorti ou non d'une amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, délit puni par des peines de vol, de l'escroquerie, j'en passe, jusqu'au faux certificat, corruption, trafic d'influence. Est-ce que vous vous sentez touché dans cet article 5? Mais je crois qu'on peut examiner mon casier judiciaire et constater que je n'ai jamais été condamné. Il suffit de regarder mon casier judiciaire, je crois. Monsieur le Président, il y a quand même des actes de la conférence nationale, par exemple, qui vous infligent des amendes, qui vous reconnaît responsable de la mauvaise gestion du patrimoine pétrolier du pays. La sanction est là. Ces actes ont été signés tout dernièrement par Monseigneur Ernest Nkombo, précisément le 22 octobre dernier. Vous êtes hors jeu? Bon, si c'est cela, la décision du tribunal. Et je crois que il nous est arrivé de dire que la conférence nationale n'était pas un tribunal. Alors, si c'est cela la décision du tribunal, alors le président a donc été condamné par le tribunal appelé conférence nationale. Parce que le président de la République est prêt à venir s'expliquer devant la barre? Le procès a déjà eu lieu à la conférence, puisque le tribunal appelé conférence a déjà condamné le président de la République. Il ne s'agit plus d'un autre procès. Monsieur le Président, pour revenir un peu au sujet qui touche particulièrement les Congolais, effectivement, le code électoral en est un. Il y a également l'avant-projet de la Constitution qu'on a essayé un peu de présenter dans les médias pour plus large explication. Y a-t-il quelque chose qui vous gêne dans cet avant-projet qu'on a essayé de débattre au niveau de la télévision? Je ne rentre pas dans les détails des articles de la Constitution. Et je pense que les lignes générales de la Constitution étaient arrêtées à la conférence. Et ce que je pense que l'on devrait entreprendre aujourd'hui, c'est d'ouvrir un large débat national sur la Constitution, parce que la Constitution, c'est la base, c'est le socle. Et on ne peut pas vicier la base au moment où nous engageons un grand projet comme celui de la démocratisation de la vie de notre pays. Et la Constitution, c'est un document très important. Même sous le monopartisme, nous organisions un grand débat national autour de la Constitution. Aujourd'hui, je pense que le projet de Constitution devrait être un document largement distribué aux partis politiques, aux associations, aux collectivités locales. Il devait avoir, non pas seulement à la télévision, à la radio, mais dans les quartiers, partout, un débat pour vulgariser la Constitution, faire connaître la Constitution au peuple
pour que le peuple, au référendum, s'engage en toute connaissance de cause. Et je ne sens pas qu'au niveau national, il y ait ce débat autour de la Constitution, et parce que cela ne doit pas être l'affaire des initiés seulement, des spécialistes, de la radio, de la télévision ou des juristes. C'est d'abord l'affaire du peuple tout entier. Et je souhaite qu'il y ait un débat sur cette question, un débat ouvert. Il y a plutôt un grand débat qui suscite d'ailleurs des controverses sur le projet de code électoral. Monsieur le Président, vous en avez pris conscience. Garant aujourd'hui de l'unité nationale, comment vous appréciez, parce qu'il y a une terrible cacophonie, vous l'avez constaté, c'est ça aussi la démocratie. Comment le Président de la République, garant de l'unité nationale, vous appréciez ce qui se dit ici et là? Nous avons déjà dit que nous ne devions pas faire la démocratie dans notre pays contre l'unité nationale, contre la paix. Et je pense que nous devons avoir un débat sain, pacifique, ouvert, et il ne peut pas être un débat heurté. Tant que ce débat sera sain, ouvert, et je pense qu'il est normal qu'il ait lieu, et il ne doit pas se faire contre l'unité nationale. Monsieur le Président, la démocratie, sans s'interrompre. Je me permettais juste une question avant qu'il nous reste un quart d'heure. Nous avons un entretien d'une demi-heure. Il faut essayer peut-être d'introduire tous les sujets dans notre débat, dans notre entretien. Monsieur le Président, terminons peut-être sur les problèmes de la Constitution. Aujourd'hui, on a l'acte fondamental qui régit cette période transitoire. Vous, aujourd'hui, à mi-parcours de la transition, vous vous exprimez. Quel est le regard que vous portez sur la façon dont l'acte fondamental a été respecté ou non au cours de cette période que nous venons déjà de connaître? Bon, il y a eu ici et là quelques ratés dans l'application de l'acte fondamental, mais nous avons déjà eu l'occasion d'en parler avec le Premier ministre. Je ne pense pas qu'il faille en reparler ici. Philippe. La démocratie à la congolaise, personne ne nous imposera le rythme. Cette phrase est bien la vôtre, Monsieur le Président. Est-ce que le processus démocratique au Congo se développe tel que vous l'avez vous-même un peu comme prévu? Oui, mais il n'y a pas, il n'y a pas un schéma universel de marche vers la démocratie. Et je crois que ces derniers temps, on s'accorde à dire que chaque pays ira à la démocratie suivant son rythme. Le nôtre, nous l'avons arrêté à la conférence nationale, et je crois que nous suivons cette volonté telle qu'affirmée par les conférenciers. Et nous nous inquiétons aujourd'hui parce que, en fait, de rythme, aujourd'hui, nous nous retrouvons le 30 novembre et il n'y a pas référendum. C'est cela le rythme qui a été fixé par la conférence et nous souhaitons qu'il soit respecté. Par la conférence et nous souhaitons qu'il soit respecté. Alors, nous constatons que ce rythme n'est pas respecté jusque maintenant, ce qui risque de nous décaler les prochaines échéances. Je souhaiterais bien entendre le chef de l'État, le président de la République, se prononcer sur ce point. Est-ce qu'il y aura convocation ou concertation, comme vous avez l'habitude de le faire avec les deux autres institutions, pour que vous trouviez un recours, sinon une démarche qui permettrait au peuple congolais tout entier de sauvegarder cet acquis qui a été la conférence nationale, la transition, pour que nous n'ayons pas une transition prolongée. Oui, je crois que l'on devrait éviter sur ces questions de décider de façon rapide et légère. Lorsqu'un problème de ce genre se pose, je crois qu'il est important, alors l'on devait interroger
les forces politiques dans le pays, parce que ce problème se pose. Le calendrier électoral n'est pas respecté. Est-ce que c'est la seule affaire du président de la République, du Premier ministre ou du président du Conseil supérieur de la République? Je crois qu'à ce moment-là, on s'arrête, on interroge les forces politiques, parce que là, il y a dérapage, et on recherche un minimum d'accord pour savoir comment continuer, comment avancer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se poser la question de savoir à quand les référendums constitutionnels. Cela ne peut pas être l'affaire d'une interview accordée par un responsable. Cela devrait être, à mon avis, le résultat d'une concertation à un niveau suffisamment responsable des dirigeants politiques de ce pays, associations, partis, pour savoir comment tirer les leçons d'une telle situation. C'est la proposition que je fais. Suite, justement, Monsieur le Président, au report du référendum, le Parti congolais du travail a demandé la démission du gouvernement de transition en tant que numéro 1 du Parti congolais du travail. Est-ce que vous ne constatez pas que de temps en temps, votre parti demande trop au gouvernement? C'est un parti responsable. Il y a à la direction de ce parti des cadres responsables qui agissent en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. Je crois que quand ils font une déclaration de ce genre, et les engage et n'est pas faite à la légère. Monsieur le Président, je me permets un peu de presser parce qu'il nous reste 10 minutes dans notre entretien. Nous allons parler aussi des problèmes internationaux, mais un coup d'œil rapide sur les problèmes qui ont marqué quand même la société congolaise depuis le début de la transition. Nous avons connu l'accident ferroviaire de Mvungoti, mais surtout les conséquences de cet accident dans les rapports entre le Gabon et le Congo, s'agissant de l'affaire La Comilog. Comment vous vous êtes impliqué dans cette affaire, notamment dans les rapports Congo-Gabon, pour essayer de désamorcer cette crise? Parce qu'aujourd'hui, il semble que la crise est désamorcée. Bon, mais nous nous sommes concertés, je crois que c'est le mot qu'il faut retenir, nous nous sommes concertés. Et le président du Conseil supérieur de la République, le Premier ministre et moi-même, nous avons décidé d'envoyer une mission à Libreville, au Gabon. J'ai adressé un message à mon homologue gabonais, le président Bongo. Les négociations sont en cours. C'est ce qu'il convenait de faire. On peut dire aux gens de la Comilog qu'ils peuvent avoir espoir, le trafic reprendra. Ah, c'est pas le moment de conclure. Je pense que, d'après ce qui a été dit, on devait mettre en place une commission d'enquête. Je ne sais pas si la commission d'enquête a été constituée. Et je ne sais pas si les enquêtes sont menées, terminées, si les conclusions sont tirées. J'ai cru comprendre que c'était après ces conclusions que l'on devait aller vers peut-être des accords nouveaux. Mais je ne sens pas que les affaires avancent bien vite, parce que nous sommes quand même fin novembre, l'accident a eu lieu en septembre. Toujours dans ce chapitre social, Monsieur le Président, les salaires des Congolais tombent à compte-gouttes depuis la fin de la conférence nationale. Pendant 12 ans, tout le monde le sait, les salaires des travailleurs étaient régulièrement versés. Quel était votre secret? En tant que chef de la nation, qu'entendez-vous faire pour voler en quelque sorte au secours du gouvernement de transition en difficulté aujourd'hui, gouvernement auquel vous êtes intimement lié, Monsieur le Président? Bon, en réalité, c'est pas seulement le gouvernement qui est en difficulté, c'est le pays qui est en difficulté. Et je sais que à la clôture de la conférence, j'avais dit que j'étais disponible et que j'apporterai toute ma collaboration. Maintenant,
il n'y a pas de secret particulier et c'est une situation difficile que nous avons connue depuis 1984. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. La situation difficile de crise, nous l'avons connue depuis 1984-1985, lorsque nos recettes pétrolières, il faut le dire, sont passées de quelques 180-200 milliards de francs CFA à 35 milliards l'an. À ce moment-là, c'était un véritable choc. Il fallait y faire face. Et il fallait faire preuve de génie et travailler dur pour assurer la marche de l'État. Ce n'était pas des miracles. Et il fallait travailler dur. À ce sujet, Monsieur le Président, on se souvient qu'à la conférence nationale, une amende d'1 milliard de francs vous avait été infligée. Avez-vous déjà honoré cette amende? Bien, vous voyez, le ridicule ne tue pas. Et je n'ai naturellement pas eu de débat avec quiconque sur ces questions. Mais lorsque l'on attribue au président de la République 1827 milliards de francs CFA qu'il aurait déposé chez Cézou et que toutes les recettes pétrolières du Congo, d'après les mêmes auteurs, ont été de 1500 milliards, le président de la République aurait emporté à l'étranger plus que toutes les recettes pétrolières réunies. Alors, il y a à l'intérieur à boire et à manger. Pour rester sur ce plan, sur le plan national, il y a eu un fait qui a beaucoup défrayé la chronique nationale, c'est le procès Lekunzu. On ne vous a pas entendu, Philippe Galli l'a dit dans l'introduction. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur ce fait qui s'est produit dans notre pays, vous en tant que président de la République? Ben, nous allons vers un état de droit et je crois que beaucoup de Congolais honnêtes, même la majorité silencieuse, beaucoup de Congolais ont considéré ce procès comme un scandale et je ne crois pas que ce procès ait honoré le Congo et notre justice à l'extérieur. Je ne crois pas. Monsieur le Président, Radio Trottoir a annoncé, encore que vous ne vous occupez pas tellement des rumeurs, Radio Trottoir a quand même annoncé qu'à Oyo, un ultimatum a été lancé. On ne veut pas vous y voir sans Maurice Nguesso, votre aîné. Bon, je ne m'occupe pas de Radio Trottoir, c'est vrai. Je n'ai rien entendu de tel. Parce que depuis l'arrestation, le jugement de votre frère aîné, vous n'êtes jamais parti à Oyo. Il y a une raison précise? Et je ne crois pas qu'il ait été jugé. Peut-être que depuis plus de 3 mois, il est seulement dans sa cellule. La maison d'arrêt n'a peut-être même pas été interrogé dans le cadre d'une instruction. Dernière question, Monsieur le Président. On n'a pas encore attaqué l'international, donc il faudra qu'on pédale. Vous avez passé la difficile épreuve de la conférence nationale. Ailleurs, on a du mal à s'accommoder, au Zaïre, au Togo, au Cameroun. Alors, auriez-vous un petit conseil à prodiguer à vos homologues qui ont du mal à avaler cette pilule? Non, pas de conseil à donner aux autres. Et puis, il n'a pas été dit non plus qu'il y avait un modèle unique appelé conférence nationale qui devait s'appliquer rigoureusement à tout le monde pour aller à la démocratie. Et je n'ai pas de conseil à donner aux autres. Pendant qu'on y est, Madame Edwige Avis, ministre français de la coopération, est venue dans notre pays. L'esprit un peu du message qu'il a laissé ici, c'était que les Congolais devraient d'abord fournir leurs propres efforts avant que la France ne vienne en aide ou ne tente de parrainer le Congo dans certaines institutions internationales. Est-ce que ces efforts
vous êtes en train de les entreprendre, vous en tant que présidence de la République, avec le gouvernement de transition et peut-être aujourd'hui le Conseil supérieur de la République, pour que nous sortions de cette situation de marasme? Bon, c'est parce que la presse, à certains moments, vous n'êtes pas très attentif. Je crois que le 15 août dernier, le message du chef de l'État à la nation est passé un peu en coup de vent, comme ça. Et le contexte l'oblige peut-être. Et il vous suffit de lire ce que j'ai dit à cette occasion dans le message à la nation. Et si vous relisez ce message, vous verrez que dans ce message, nous faisions même une proposition concrète. Nous proposions une démarche. Et nous sommes naturellement pour la recherche d'un consensus national. On a besoin d'un consensus national et on a besoin de paix, de concorde, d'unité pour affronter les situations actuelles. Et nous le proposions dans notre message à la nation le 15 août dernier, qui n'a peut-être pas tellement retenu l'attention puisque d'autres situations vous préoccupaient beaucoup plus et préoccupaient d'autres. Monsieur le Président, nous vous remercions infiniment de nous avoir reçus chez vous. Bonjour, Monsieur le Président. Au revoir, Monsieur le Président. Bonjour, au revoir, Monsieur Gani, Monsieur Mbungo. Merci.